Mesdames et messieurs, en vos fonctions, mesdames et messieurs, en vos qualités, mesdames et messieurs, en vos grades, mesdames et messieurs, en vos qualités de résistants et de défenseurs de la patrie, mesdames et messieurs, en vos qualités d'hommes et de femmes libres, mesdames et messieurs, en vos orientations confessionnelles, mesdames et messieurs, en vos idées politiques, mesdames et messieurs, en vos modes de vie sédentaires ou pas, mesdames et messieurs, en vos situations de handicap, mesdames et messieurs, en vos orientations intimes, mesdames et messieurs. Alors je vous l'accorde, on ne commence que très rarement, peut-être trop rarement, un discours de cette façon. Mais cela permet, et peut-être pas encore de manière complètement exhaustive, de se rappeler tout ce que les nazis ont souhaité détruire. Et c'est là tout l'enjeu de la commémoration que nous partageons ce jour, avec un volet pédagogique important auquel nous avons associé les jeunes élus du conseil municipal des jeunes et les écoliers de la commune, doublé d'un enjeu de concorde et de rapprochement entre les peuples, monsieur le consul honoraire de la République fédérale d'Allemagne. Merci, monsieur le président, cher Christophe Wörl, de nous avoir proposé la pose de pavé de Stolperstein à Van Darg, dans la juste lignée de ce qu'espérait l'artiste berlinois engagé, Günther Demnig, à l'origine de ce fantastique projet artistique intitulé « Artistes à la recherche d'Auschwitz ». Ces pavés qui font littéralement trébucher, afin de ne pas oublier le drame vécu par ces millions de victimes dans des conditions innommables. Merci également pour tout le travail de mémoire que vous réalisez dans le cadre de vos recherches et dont peuvent aussi profiter les descendants de ces victimes. Merci aussi de trouver la force tous les jours, sans relâche, de prendre votre bâton de pèlerin pour inciter les collectivités à honorer d'autres Augustin, Pierre, Henri, Jean, qui plus est à une époque où très souvent les moins instruits mais les plus idéologues prennent le pas sur la majorité silencieuse. Car le devoir de mémoire, quel qu'il soit, est primordial. Les peuples cessent de vivre quand ils cessent de se souvenir, disait le maréchal Foch. Pour Van Darg, il s'appelait Augustin Bullinges, prisonnier de guerre qui s'était évadé, mort à Dresde sous un déluge de bombes. Pierre Quérel, décédé sur le sol français au retour du STO, des suites de très nombreux coups reçus lors de sa captivité. Henri Gaillard, qui a déserté les chantiers de jeunesse et a été assassiné à Flossenburg. André-Jean Chassefière, fusillé au Mont-Valérien en 1942, car communiste et résistant. Henri-Antoine Jules Gaillard, mort en captivité au Stalag de Wells suite à la maltraitance. Et donc vous pouvez vous interroger pourquoi on pose que trois pavés aujourd'hui alors qu'il y a 5 personnes, mais les deux derniers seront honorés prochainement, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut continuer à échanger, à se réunir, à discuter, parce qu'on a vu apparaître 2 personnes supplémentaires qui étaient à Van Darg et qui sont mortes, qui ont été victimes du nazisme. Alors, hasard du calendrier ou pas, nous sommes 80 ans après cette année 1944, qui voit enfin se dessiner la possibilité de prendre le dessus sur cette peste brune qui a déferlé sur l'Europe, avec l'intensification des actions des résistants. À ce titre, saluons la panthéonisation récente de Missak Manoukian et de ses 23 compagnons, ces Français de préférence et d'espérance, comme le dit le poète Louis Aragon, qui ont donné leur vie pour cette terre. Non pas leur patrie de naissance, mais celle qui leur avait tant apporté à eux apatrides et qu'ils respectaient tant. Cet Eldorado qui leur avait permis de rêver de justice, de dignité, d'humanité, de liberté, et qui ont d'une certaine manière profité d'une forme de droit d'asile. Certains pourraient s'en inspirer. Saluons également la mémoire d'André Houtot, président durant de nombreuses années du musée de la résistance et de la déportation de Castelnau, récemment décédé et engagé à 17 ans pour libérer son pays comme bien d'autres. Avec le débarquement en Normandie qui sera suivi par celui de Provence. Avec le retour sur leur sol du général de Gaulle et des Français libres et compagnons de la Libération, dont son propre fils, l'amiral Philippe de Gaulle, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Mais 1944, c'est l'année qui marque aussi la découverte des premiers camps de concentration et d'extermination. L'horreur absolue. 80 ans plus tard, il convient d'être très prudent
car malheureusement l'hydre fascisante est de retour. Alors sous d'autres formes, certes, mais avec les mêmes potentielles victimes en ligne de mire. Le juif responsable de tous les maux depuis la nuit des temps, cher Père Ladanan, que l'on menace dans la rue ou que l'on assassine ici et ailleurs, comme récemment en masse en Israël, et le hasard du calendrier fait que ces terribles événements se sont passés il y a 6 mois, jour pour jour. Massacre qui restera à jamais dans l'histoire comme le plus grand pogrom depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et dire que certains ont osé parler d'actes de résistance. Rappelons-nous que 40 de nos concitoyens sont au nombre des victimes et 3 encore en captivité. Mais c'est aussi l'homosexuel que l'on voue au pire mot. L'handicapé à minima laissé au bord du chemin est considéré comme une bouche inutile. Ce à quoi on peut ajouter la négation de la culture et de la vie à l'européenne. Et pour les férus d'histoire ou de lettres, on va se rappeler cette phrase d'un dignitaire nazi qui disait « Dès que j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». L'asservissement des femmes avec un renfort ces soi-disant féministes qui choisissent leur combat et en ni d'autres. Le rejet de la République, de ses lois et de ses valeurs, de son éducation nationale, avec quand on ne les assassine pas, la menace qui pèse sur les professeurs, ou plus récemment sur un proviseur qui souhaitait tout simplement faire respecter la laïcité et qui n'a pas toujours été soutenu par sa hiérarchie. On pourrait également parler de Samara et de bien d'autres. Car cet hydre, comme le veut la légende, voit ses têtes se multiplier et repousser chaque fois que l'on en coupe une. Et elle a un nom, c'est l'islamo-fascisme. Avec son lot de prêcheurs de haine de la France, en passant du drapeau satanique aux propos négationnistes. Et dire que pendant ce temps, certains, associatifs, journalistes, élus, détournent le regard, jettent un voile pudique sur ces sujets quand ils ne les nient pas, tout simplement. Mais à la fin, c'est le parti du bon qui doit gagner. Et fort heureusement, les remparts restent nombreux. La bravoure et le courage de nos forces de sécurité, l'investissement de nos professeurs, véritables hussards de la République, dont la seule ambition est de faire de leurs élèves les citoyens de demain, investis et respectueux de la République. L'engagement de celles et ceux qui préféreront toujours se rappeler du pays des Lumières plutôt que de tomber dans l'obscurantisme. Ces associations comme Mémoire de Van Dargue, Bernard, Richard, et merci au passage à la chorale pour cette belle matinée, qui s'investissent afin que l'on se souvienne que les victimes ne tombent pas dans l'oubli, en espérant que l'on évite de répéter les erreurs de l'histoire. Ces porte-drapeaux nombreux, dont les hampes sont autant de piques qui s'élèvent pour défendre la patrie, et dont le sang de celles et ceux qui sont tombés sous ces couleurs, pour notre liberté, sont autant de lettres de noblesse. Ces enfants, membres du CMJ, parrains de cette initiative communale, à qui l'on doit la paix, avant qu'eux-mêmes veillent et s'investissent pour les générations futures, cher Bérangère Vallès. Et merci à l'Ordre national du mérite, cher Jacques Dari-Carrère, pour avoir décerné aux membres de notre CMJ le prix départemental du civisme pour, je cite, la diversité de leurs projets citoyens, leur implication dans leur commune et leur rôle actif dans les manifestations mémorielles. Avec ces élus aux idées différentes, mais à l'idéal partagé. Et au passage, j'ai l'habitude de dire que quand on est élu, on n'a pas de baguette magique, mais on a une clé qui est un petit peu plus grosse que celle que l'on trouve dans le commerce et qui nous sert à régler des dossiers, à accompagner les gens. Mais on a toutes et tous, chers collègues, un autre objet à notre disposition, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est un micro, et je suis sûr que tous les jours, il y en a un d'entre nous qui a un micro, fait un discours. Et je crois qu'il faut sans cesse rappeler ce que sont les valeurs de la République, ce qu'est la laïcité, parce que quand on aura fini notre CDD de confiance avec les habitants, avec les citoyens, je crois qu'il n'y aurait rien de pire que s'ils nous reprochaient de ne pas l'avoir fait. Avec vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, avec un État fort et juste ici représenté par monsieur le secrétaire général, cher Frédéric Poiseau, sans oublier ce type de manifestation relevé par votre présence, monsieur le vice-président de la métropole, cher Renaud Calva, représentant le président de la métropole, madame la vice-présidente de la métropole,
chère Claire Hart, Madame la directrice de la maison d'Heidelberg, chère Nadine Gruner, Madame la présidente du CRIF, chère Perla Delang, il fallait qu'il en manque un, je ne l'avais pas écrite. Messieurs les sénateurs, cher Jean-Pierre Grand et cher Hussein Bourgi, Madame la députée, chère Laurence Christol, Monsieur le représentant de la communauté gitane tzigane, cher Jean-Baptiste François, Monsieur le représentant de la Fondation de la France libre, cher colonel Verdanet, Monsieur le secrétaire général du Parti communiste, cher Nicolas Cossange, Madame la maire de Castries, vice-présidente du conseil départemental, chère Claudine Vassas, et vous, mesdames et messieurs, les élus si nombreux en ce jour. Vive Van d'Argue, vive la République et vive la France. Tout à l'heure, je vous ai dit que Günther Demnig a commencé son projet des Stolperstein il y a 30 ans. Il avait 42 ans. Aujourd'hui, il en a 76. Ça fait 76 ans que Günther Demnig pose des pavés. Günther Demnig, 300 jours par an, à 76 ans, il est comme ça, dans les rues, à genoux, et il pose. Avec lui, une équipe, des gens comme moi, bénévoles, qui travaillons, qui œuvrons pour que ces pavés puissent exister. Chaque pavé est frappé à la main, gravé à la main, avec des poinçons. Chaque lettre est insérée. Et lorsque je rencontre Michael, qui est l'ami de Günther et qui les frappe, il me dit, tu sais, chaque fois, je pleure. Parce que c'est un homme, parce que c'est une vie, parce que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a appartenu à notre communauté. Je suis très heureux que la communauté de Tziganes gitans soit ici présent aujourd'hui, car souvent aussi, on oublie. On oublie trop vite. Et ces pavés sont là pour rappeler ce qui fut, ce qui a été. On me dit souvent, oh, tu sais Christophe, toi tu es un utopiste. C'est quoi ton espoir? Mon espoir, il est là. Là. Parce que vous tous ici, messieurs, dames, vous n'êtes plus que des transmetteurs de mémoire. Nous ne sommes plus des porteurs de mémoire. Les porteurs de mémoire, c'est eux. C'est eux notre fierté. Monsieur le maire, vous aviez parfaitement raison de dire tout ce que vous avez dit. Il faut le dire. Et il faut le courage de le dire. Il faut le courage politique de poser des pavés devant sa mairie. Évidemment. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est l'espoir. L'espoir que ces jeunes, ils me donnent. Ces jeunes qui sont là, qui connaissent maintenant le destin de chacun de ces hommes. Aujourd'hui, Augustin, Pierre, Henri, c'est pas juste un nom. Ils connaissent leur histoire. Ils sont fiers de ces Vendargois. C'est comme ça qu'on dit, j'espère. De ces Vendargois qui ont été avant ici dans les rues, qui ont vécu ici, qui ont pris le même chemin de l'école que vous. Et moi, j'ai envie de vous dire, les enfants, merci. Parce que ce que vous avez fait, c'est génial. Si ces pavés sont là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et uniquement grâce à vous. Et je sais, parce que vous êtes les parrains, vous avez entendu, ils sont parrains de ces pavés. Être parrain, c'est un engagement. À cet âge-là, ces enfants se sont engagés. Chaque année, ils viendront ici faire briller la mémoire. Parce que Günther, dans son idée, il a fait ça en laiton. Et le laiton, ça noircit. Et chaque année, il faut revenir. Et chaque année, il faut venir les polir. Eh bien, ces enfants, je peux vous le dire, sans qu'on aura besoin de leur demander, chaque année, ils seront là. Parce qu'ils seront fiers de ce qu'ils ont fait. Et je crois que c'est là où le projet, où nous, transmetteurs de mémoire, nous avons gagné quelque chose. Si dans 10 ans, ils sont encore 2 à venir, eh bien, nous aurons gagné 2 porteurs de mémoire. Et c'est ça, je crois, le plus beau message des Stolperstein. Merci à tous. Pierre Querelle est mort le 18 mai 1946, victime du nazisme. Il avait 24 ans. Pierre est né le 16 mars 1922
avant d'Arc. Ses parents s'appelaient Philomena et Étienne. Réquisitionnés par le STO, service du travail obligatoire, Pierre est envoyé en Allemagne pour travailler et ainsi participer contre son gré à l'effort de guerre allemand contre des milliers de prisonniers et de travailleurs français qui eux aussi étaient réquisitionnés et sont partis en Allemagne travailler dans les usines de ferme ou sur le chemin de fer. Il sera interné à Schweinfurt, à 1800 km de chez lui, où il subira de graves violences répétées, des coups au niveau des reins. Rapatrié à Montpellier en juin 1945 pour des raisons de santé, sera suivi à l'hôpital pour de graves lésions rénales, sera opéré et il mourra des suites des mauvais traitements subis en Allemagne le 8 mai 1946. Sur son état civil, il est mentionné « Mort pour la France ». Cette mention honorifique est attribuée dès lors que la preuve est apportée que le décès est imputable à un fait de guerre, il soit survenu pendant le conflit ou après. Pierre, nous ne vous oublierons pas. Henri Gaillard a été assassiné le 19 janvier 1945 à Buchenwald, victime du nazisme. Il avait 22 ans. Henri est né le 25 novembre 1922 à Boissac. Ses parents s'appelaient Julia et René. Il est enrôlé de force dans les chantiers de la jeunesse où les jeunes hommes de la zone libre et de l'Afrique du Nord française en âge, 20 ans, d'accomplir leurs obligations militaires sont incorporés pour un stage de 6 mois. Ils vivent en camp près de la nature, à la manière des scouts, à la différence importante qu'ils ne sont pas volontaires, et ils accomplissent des travaux d'intérêt général, notamment forestiers, dans une ambiance militaire. C'est un vivier pour le STO, service du travail obligatoire. Des prisonniers et des travailleurs sont envoyés en Allemagne pour participer contre leur gré à l'effort de guerre en travaillant dans des usines, des fers ou sur le chemin de fer. Henri s'évade en 1943 et entre en clandestinité. Il devient résistant. Son commandant dira de lui qu'il était animé de plus parfait esprit de patriotisme, très dévoué et courageux, arrête sur dénonciation et Albi. Il sera d'abord interné à Saint-Michel, Toulouse, et ensuite déporté, c'est-à-dire transféré et interné dans un camp de concentration situé dans une région éloignée fin mars 1944 au camp de Buchenwald en Bavière. Il sera assassiné dans ce camp le 19 janvier 1945 à 800 km de chez lui. Sur son état civil, il est mentionné mort en déportation puisqu'il est décédé dans ce camp et mort pour la France. Cette mention honorifique est attribuée dès lors que la preuve est apportée que le décès est imputable à un fait de guerre, qu'il soit survenu pendant le conflit ou après. Henri, nous ne vous oublierons pas.
Mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, cher Guy Lauré, merci pour ton invitation. Je ne vais pas reprendre les titres, mais je voudrais faire un zoom sur les enfants. Et je voudrais vous dire bravo, vous nous avez émus, vous êtes porteurs d'espoir. Vous êtes notre espoir pour la mémoire, pour une France libre, laïque et démocratique. Vous êtes ces porteurs-là et on vous en remercie beaucoup, beaucoup. L'artiste berlinois Gunther Deming a eu la clairvoyance de créer ce concept de pavé mémoriel. Difficile d'avoir un père nazi, c'est difficile, il faut transformer les choses et en quelque chose de positif, et on a vu à quel point il avait créé quelque chose de pérenne, et merci Monsieur le Président d'animer ce réseau aussi avec autant d'intensité. Chaque pavé honore la mémoire d'une victime des nazis, un Rome, un Tzigane, un handicapé, un homosexuel, un engagé politique, bien sûr, un juif, tous ceux qui gênaient l'idéologie nazie, tous ceux qui gênaient la race pure, en fait. L'association Stolperstein France, que je salue, veille à émailler la France de ses pavés pour éviter l'oubli. Alors le nom, les pierres sur lesquelles on trébuche en dit long sur l'oubli. La banalisation est très rapide. On oublie, c'est un confort, les choses, les accros aux valeurs nous gênent et on a tendance à les laisser derrière nous. Donc c'est pourquoi le rappel est nécessaire et il est indispensable. Les familles d'Augustin Bullinge, Henri Gaillard et Pierre Quérel ont à présent un support pour raconter à leurs descendants ce qui s'est passé, pour raconter à leurs descendants comment certains se sont dressés. Les Ventes d'Argois ont à présent un support pour se souvenir et raconter que certains d'entre eux ont résisté. Trébucher sur un pavé pour se souvenir de l'arbitraire et de l'horreur qui peut frapper des innocents lorsque les valeurs ont disparu, c'est important de le rappeler. Trébucher sur un pavé pour se souvenir que c'est ensemble, collectivement, de même que individuellement, que nous pouvons nous souvenir, et plus encore, c'est ensemble que nous pouvons veiller et lutter contre la barbarie quelle qu'elle soit. Veiller au moindre fléchissement de nos valeurs communes, veiller aussi pour détecter ceux qui utilisent nos valeurs d'expression et de liberté d'expression pour tout simplement les combattre et répandre une propagande aux effets désastreux. Le débarquement, la guerre, ça a mis fin à une suprématie nazie, bien sûr. Des civils y ont péri, on l'a vu tout à l'heure. Ils ont été nombreux, terrible injustice aussi. Il n'y a pas de guerre propre. Mais pouvait-on abandonner des valeurs majeures, existentielles, vitales, parce que des victimes civiles allaient être tuées? Personne n'a pensé que ces victimes avaient été ciblées intentionnellement par les armées de libération. C'était les effets collatéraux de cette guerre, injuste mais incontournable, nécessaire pour vivre libre tout court et vivre tout pour certains simplement. Je vous remercie de nous avoir associés à cette cérémonie, Monsieur le maire, et elle se déroule 6 mois jour pour jour après le pogrom du 7 octobre, où de nombreuses victimes ont encore été massacrées avec énormément de sadisme et de violence parce que juives. Plus de 100 otages sont encore là, 3 otages français. Valentin Gnatien, un jeune Montpellierin, y a perdu la vie. Je voudrais l'associer à cette cérémonie, associer sa mémoire. La haine arbitraire a sévi encore une fois, nous rappelant l'importance de la mémoire pour éviter la répétition. Oublier le drame que pour toute victime civile, c'est faire reculer la paix. Les victimes civiles de Gaza sont aussi victimes de ce terrible massacre. Les nazis ont massacré des innocents, oubliant que c'était des humains. Nous avons pensé que le travail de mémoire éviterait la répétition de ce problème-là. Nous avons été ébranlés tous par la montée exponentielle
de l'antisémitisme dans nos villes, dans nos campagnes. Et cela montre à chacun à quel point les enfants, il est important de rester vigilant, d'éduquer, de transmettre, d'arrêter de juger, d'arrêter de punir pour protéger nos valeurs, notre liberté devant une déstabilisation avec une propagande servie par des réseaux sociaux. Alors, messieurs les élus, messieurs les décideurs, mesdames et messieurs, chers enfants, je tiens à vous remercier chaleureusement et gravement pour l'initiative de ce jour. Elle prend une importance accrue dans le climat de haine qui s'installe dans notre pays. Elle est encore plus vitale pour notre liberté, pour préserver les valeurs de notre belle démocratie. Plus jamais ça doit rester un credo dont chacun de nous est dépositaire. Plus jamais ça sans point d'interrogation. Nous comptons sur vous pour cela et je vous en remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ici, Monsieur le maire, pour vous dire toute la reconnaissance du président Mickaël Delafosse pour ce que vous faites à Vendargues ce matin. Je parle au nom du président Delafosse, mais aussi au nom de mes collègues maires, Véronique Négré, que je vois ici, Madame la maire de Casserie, Claudine, Claire, vice-présidente de la métropole. Je parle au nom de tous les élus de la métropole de Montpellier pour dire notre fierté d'être à vos côtés, Monsieur le maire, et nos remerciements pour ce que nous faisons ici à Vendargues. Je veux associer à mes remerciements celles et ceux qui sont derrière moi, qui ont donné une partie de leur vie, une partie de leur jeunesse, pour que celles et ceux qui sont à mes côtés et qui m'entourent maintenant n'aient pas à le faire. Merci au monde combattant d'être toujours présent lors de ces cérémonies si importantes pour notre pays et notre continent. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de celles et ceux qui sont morts à cause de la barbarie nazie. Il y a quelques années, cher Perla, j'ai participé à un moment très fort à l'invitation d'un ami commun, Charles Elbaz, à Yom HaShoah. Je ne sais pas si peut-être vous ne connaissez pas, certains d'entre vous connaissent, mais pendant 24 heures, nous lisons. Nous lisons le prénom, l'âge d'un enfant et le lieu où il est mort. Charlie, mon ami, m'a dit « Renaud, viens, c'est un moment important, viens participer à cet hommage ». Et donc on nous donne un livre, on est à une tribune et on lit. Samuel, 11 ans, Dachau. Edith, 8 ans, Birkenau. Simon, 7 ans, Auschwitz. Au bout du 6e nom, je me suis effondré. Je me suis effondré. Je n'ai pas tenu 40 secondes. Quelqu'un, je ne savais pas, dans l'assistance où il était assis, une jeune femme, est venue, m'a relevé, a pris le micro et a continué. Parce que pendant 24 heures, on ne s'arrête pas. La flamme ne s'éteint pas. On dit les prénoms, les âges et les lieux où ils sont morts. Le premier sentiment qui m'a envahi à ce moment-là, ce fut la honte. Je me suis dit, comment moi, que je pensais être fort, je m'effondre au bout de 40 secondes, je ne peux pas tenir plus de 6 noms. Et puis très vite, le soulagement. Je me suis dit, mais heureusement que je me suis effondré. Heureusement que l'évocation de Dachau, d'Auschwitz et de Birkenau suffisent à m'effondrer, parce que j'ai encore en moi cette part d'humanité qui fait que l'évocation de l'horreur absolue, de la barbarie absolue, fait qu'un être humain doit s'effondrer. Le jour où on ne s'effondrera plus sera le début de la fin de la civilisation telle que nous la connaissons, pour laquelle tous les militants, les personnes épris de culture, d'émancipation, de philosophie se battent chaque jour, et nous, tous et toutes ici présentes. Alors, il faut lire, il faut dire et il faut écrire. Ce que vous faites ici, monsieur le maire, est remarquable de sens, remarquable d'utilité. Il faut écrire. Nous écrivons les noms pour que chacune et chacun d'entre nous, chaque jour, se dise « Je m'effondre rien qu'à l'idée de penser à Auschwitz, à Dachau, à Birkenau ».
Nous écrivons ici, non pas le passé, nous écrivons une histoire meilleure, une histoire pleine d'espérance pour les enfants qui sont autour de nous. Parce que nous disons et nous écrivons. Un immense merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette magnifique matinée empruntée de dignité, d'émotion et de respect. Bravo à vous, monsieur le maire. Bravo à vous, les enfants. Monsieur le secrétaire général, cher Frédéric Poiseau, monsieur le maire, cher Guy Lauré, mesdames et messieurs, je vais citer quelques vers du poète Jean Ferrat. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, ils étaient des millions. Et parmi ces millions, il y a ces 3 jeunes Vendargois que nous honorons ce matin, Augustin, Pierre, Henri. Et à leur côté, il y avait des millions de compagnons et de compagnes d'infortune, parmi lesquels André Otto, Véran Cambon de la Valette, Suzanne Hort, Edith Moscovitz, André Payès. Ce sont des noms qui nous parlent, cher Jean-Pierre. Des gaullistes, une jeune fille de confession juive, un militant communiste. Mais je pourrais citer d'autres noms, plus connus au niveau national, peut-être même au niveau international. Je vais commencer par Jean Moulin, le fils de l'héros, monsieur le secrétaire général. Jean Moulin qui était le fondateur, le président du Conseil national de la Résistance, qui a permis de réunir des hommes et des femmes, des amoureux de la France libre, tel que le définissait le général de Gaulle. Finalement, à travers votre présence ici, gaulliste, communiste, socialiste, laïque, croyant, juif, catholique, vous incarnez à votre manière cet esprit du Conseil national de la Résistance qu'a fondé Jean Moulin. Je pourrais citer Guy Môquet, je pourrais citer Georges Mandel, Pierre Brossolette, Manouchian et ses camarades de l'Affiche Rouge. Je pourrais citer beaucoup de noms, peut-être certains de vos aïeux, de vos grands-parents. Beaucoup d'entre eux ont été déportés, ont été exterminés. D'autres ont subi le nazisme sur le sol français en étant fusillés. Et c'est pour leur rendre hommage que le général de Gaulle a voulu créer ce lieu de mémoire qui s'appelle le Mont Valérien. Et cette clairière dans laquelle est honorée la mémoire du Parti des fusillés. Je salue les camarades communistes, je salue les amis gaullistes qui sont là. Et finalement, lorsque les temps et le contexte l'exigent, nous savons nous rassembler pour défendre l'essentiel. Défendre l'essentiel, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et à l'époque, ces millions d'hommes et de femmes qu'on est venu arracher à leur famille, à leur usine, à leur administration, à leur champ de vigne, pour les transporter dans ces wagons qui étaient plombés, pour les envoyer vers les camps de rééducation, d'extermination, de déportation. Ils ont vécu dans l'effroi, dans la peur, mais avec aussi une invincible espérance de recouvrer un jour la liberté. Certains sont revenus marqués à vie à travers les tatouages, à travers les numéros qui avaient été apposés sur leurs bras, marqués à jamais par ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient subi. Régulièrement, nous avons l'occasion de les honorer chaque année, le dernier dimanche du mois d'avril, à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des héros de la résistance et des victimes de la déportation. Nous avons l'occasion d'honorer leur mémoire chaque année à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv, qui met à l'honneur aussi les justes parmi les nations. Et nous avons l'occasion de les honorer à chaque fois que l'un ou l'une d'entre nous, nous passons dans une rue d'une ville ou d'un village et que nous voyons apposer une plaque portant le nom et le souvenir de ces personnes. Nous avons l'occasion de les honorer lorsque nous passons dans les rues de Paris et que nous voyons apposer devant la façade, sur la façade d'une école parisienne, le nom de ces enfants qu'on est venu arracher, parfois dans les classes, pour les emmener au Vélodrome d'hiver. Vous le savez, c'était la tragique rafle du Veldiv. Alors aujourd'hui, vous avoir à nos côtés, monsieur, est un grand honneur. Est un grand honneur parce que cela fait quelques années que je suis vos travaux. Et j'ai trouvé votre manière d'honorer ces hommes et ces femmes qui ont été déportés originale, intéressante. En France, la mémoire, elle se bâtit à travers les livres. Elle s'incarne à travers des monuments.
Elle s'écrit sur les plaques. Et aujourd'hui, vous nous offrez une nouvelle façon, ici, à Vende d'Arc, première commune de l'Hérault, première commune d'Occitanie, et merci beaucoup, cher Guy Lauré, d'avoir eu cette initiative, d'avoir pris cette initiative, d'avoir eu cette volonté politique de le faire. Vous nous donnez une occasion nouvelle, originale, intéressante, d'inscrire le nom de ces hommes qui ont été déportés, qui ont été exterminés, et qui sont parfois revenus marqués à jamais par les souffrances qu'ils avaient subies. Cher Guy, il faut beaucoup de courage pour le faire, parce qu'il y a encore aujourd'hui en France beaucoup de maires qui refusent cela. Beaucoup de maires qui ont été sollicités par l'association et qui ont refusé alors que leur ville, leur commune, leur village ont pu parfois recenser un nombre important de personnes arrêtées, déportées et exterminées. Il n'y a pas de honte à regarder la vérité en face. Aujourd'hui, ce que nous faisons, ce que tu nous permets, cher Guy, de faire tous ensemble, quelles que soient nos générations, c'est finalement de transcender le temps, de remonter le temps pour revisiter notre histoire, de s'approprier, de se réapproprier notre mémoire collective. Ce que tu nous permets aujourd'hui de faire, cher Guy, c'est ce que Paul Valéry, poète sétois, disait dans ses écrits: la mémoire, c'est le passé que l'on conjugue au présent. La mémoire, c'est le passé que l'on conjugue au présent. Depuis ce matin, nous ne faisons rien d'autre. Nous conjuguons le passé au présent. Aussi triste, aussi tragique, aussi dramatique soit-il. Nous le conjuguons au présent pour permettre à chacun et à chacune de se réapproprier cette histoire. Nous le faisons pour permettre à cette jeune génération qui arrive de mieux connaître son histoire, pour se parer des mauvais esprits, des tentations mortifères qui peuvent parfois nous envahir, nous guetter et nous piéger. Ce que nous faisons aujourd'hui, cher Guy, à travers ton initiative et avec l'association Stoppershine, c'est finalement ce que Shakespeare disait dans un de ses écrits, dans une de ses pièces de théâtre célèbres, en disant « La mémoire, c'est la sentinelle de l'esprit ». Mesdames et messieurs, je ne sais pas si la mémoire est la sentinelle de l'esprit, mais je crois que la mémoire doit être, pour chacun et chacune d'entre nous, la sentinelle de nos consciences. Merci à tous et à toutes. Merci, monsieur le sénateur. Chers amis, c'est avec une très grande émotion, comme beaucoup d'entre vous, je crois qu'on est tous très émus, que nous vivons cette cérémonie. C'est dans 30 ans plus de 100 000 Stolperstein, ces pierres de souvenirs qui ont été gravées et qui ont été posées en Europe, dans le monde, et paradoxalement, très peu dans certains pays, comme en Pologne. C'est la mémoire de tous ceux qui ont été persécutés, arrêtés, torturés, déportés et assassinés en camps de concentration, parce qu'ils étaient juifs, roms, handicapés, arrêtés, déportés, assassinés pour ce qu'ils pensaient, pour les idées qu'ils défendaient, pour leur mode de vie, communistes, résistants, homosexuels, mais tous amoureux de la liberté, tous différents du modèle imposé. Aujourd'hui, c'est la mémoire de la Shoah, la mémoire de ces camps au nom sinistre, Hawaruska, Flossenburg, Buchenwald, où sont morts Augustin, Henri et Pierre. C'est la mémoire d'Auschwitz-Birkenau. Et si je suis particulièrement émue, c'est que ce 17 mars, j'y étais en voyage mémoriel. Et on n'en revient jamais intact. De ces 1,3 million de déportés, de ces 1,1 million d'assassinés. Le plus grand camp du Troisième Reich, symbole de la cruauté de l'homme pour l'homme au XXe siècle. Aujourd'hui, c'est la mémoire de 3 habitants de Vende d'Arc. Augustin avait 30 ans, Pierre 24 et Henri 23. Aujourd'hui, ils sont de retour sur Vende d'Arc, la terre de leur enfance, celle qu'ils ont dû grandir. Ils ont marché dans ces rues comme vous, joyeux et confiants en l'avenir. Et cet avenir, ils ne l'auront pas. Tous 3 arrachés à leurs rêves, entraînés dans cette guerre si lointaine et parfois si proche, dans cette tourmente, entraînés dans cette folie des hommes et dans la folie d'une pensée. Comment alors ne pas évoquer ces paroles de Jean Cocteau dans La Machine infernale en 1934, qui nous met en garde, qui nous rappelle que la vie humaine peut être une des plus parfaites machines construites par les dieux infernaux pour l'anéantissement mathématique d'un mortel. Alors aujourd'hui, Augustin, Pierre et Henri reviennent dans la communauté des vivants. Le souvenir de leur vie est aujourd'hui intégré par ces pavés sur ce trottoir, sur cette place. Ils reviennent vers nous pour guider nos pas dans la vie des Vangardoises et des Vandarquois.
Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous souvenir que rien n'est jamais acquis, ni la paix ni la vie. Nous devons nous souvenir que la haine, la violence et le racisme, l'intolérance et tous les démons que l'on croyait maîtriser peuvent ressurgir. C'est 7 octobre, parce qu'on est juif. Et aujourd'hui, à la sortie des collèges, à Montpellier et à Viry-Châtillon, la machine infernale pour l'anéantissement d'un mortel peut se réveiller. Nous assistons à une montée inquiétante, chère Perla, d'un antisémitisme dans notre société, pas uniquement en France, mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne. Et nous ne devons pas rester indifférents et nous ne devons pas banaliser cette violence. Il est inadmissible qu'une catégorie de la nation française, quelle que soit son origine, sa religion, ses croyances ou son mode de vie, soit harcelée, soit cible de haine et vive dans la peur. Nous devons rappeler encore et encore que toute discrimination et toute stigmatisation ou appel à la haine, antisémitisme, racisme, homophobie est inacceptable. Et aujourd'hui, grâce à Guy, aujourd'hui, nous redonnons leur identité à Augustin, Pierre et Henri. Nous perpétuons le souvenir de leur vie au cœur même de nos vies. Nous sommes porteurs du devoir de mémoire. Et Isaïe a dit dans la Bible, « Et je leur donnerai dans ma maison et au-delà de ma maison, dans mes murs une place et un nom éternel qui ne sera pas retranché. » Pour que vive le souvenir d'Augustin, de Pierre et d'Henri, pour que nous n'oublions pas les tragédies humaines. Madame la députée, messieurs les sénateurs, monsieur le premier vice-président de la métropole, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, chers amis, chers enfants, rassurez-vous, je mets un tout petit peu de légèreté, je suis le dernier. Donc tout ça va bientôt se terminer, mais il y a encore quelques mots importants à entendre. Alors, je voulais vous dire ce matin mon émotion, comme toutes et tous, d'être ici parmi vous, et vous remercier, monsieur le maire, d'avoir effectivement organisé, travaillé au déroulement de cette cérémonie, on peut l'appeler comme ça. Nous sommes dans le cérémoniel. Peut-être aussi excuser monsieur le préfet du département qui est à Isieux ce matin. Vous voyez les traits d'union. Et vous avez parlé, monsieur, de Günther, qui est un enfant de nazi. Relisez un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Enfant de salaud de Chalandon, où il est fait mention de Isieux. Il y a des destinées tragiques. Alors, peut-être vous dire évidemment de cette émotion qui nous lie. Vous avez toutes et tous dit des mots très forts, très justes, hein, qui nous rendent un peu fébriles. Et je crois que ces mots, nous devrons et nous devons les dire encore et toujours. Encore et toujours, pourquoi ? Parce que le tumulte et le vacarme de notre monde, que personne ne peut pas ne pas entendre, toutes ces coqs-cigrues et autres balivernes sur notre sol national, de certains, parfois même responsables à différentes échelles, et qui propagent des messages de haine, nous obligent et nous imposent de dire encore et toujours tous ces mots que nous avons dit ce matin. Et puis, vous le savez, alors, il y a eu beaucoup d'auteurs français quand même, c'est assez merveilleux. Vous avez entendu ce matin dans tous les discours la richesse de notre pays pour décrire l'horreur quand même, avec des gens d'une qualité extrême. Donc je vais un peu céder aussi à cette convocation de nos grands auteurs, notamment un qui a déjà été cité, qui s'appelle Aragon, qui a écrit un livre merveilleux en 1942 qui s'appelle « Les voyageurs de l'impériale », que je vous recommande les enfants, peut-être pas pour les CM1, mais un peu plus tard. Et dans ce livre merveilleux, il écrit « La vie est un voyageur qui laisse traîner derrière elle son manteau pour effacer ses traces. Parce que la vie efface les traces, nous devons encore et toujours dire ce que nous avons dit ce matin et entendre ce que nous avons entendu ce matin. » Et toutes et tous, on a bien ressenti un peu le malaise, ce malaise-là, devant nous, là, à chaque discours, à chaque pensée. Peut-être même que certains n'ont pas, parce qu'ils sont partis dans leur pensée, ressentir ce malaise, écouter tous les mots qui ont été prononcés, ce malaise finalement devant l'inhumanité de l'homme même. Ça c'est Camus qui écrivait ça en 1942, lui aussi, dans le mythe de Sisyphe. Ce malaise devant l'inhumanité de l'homme même, devant cette chute incalculable de l'image de ce que nous sommes.
Ça, ce malaise, il faut que nous le conservions. Cela a été dit dans un des discours. Finalement, il est assez salvateur, ce malaise. Je crois que c'est Renaud qui a prononcé ces mots. Il faut que nous ressentions ce malaise pour continuer à encore et toujours dire ce que nous avons dit ce matin et entendre ce que nous avons entendu ce matin. Alors, cette initiative que vous portez, elle participe évidemment de ce devoir de mémoire très solennel ce matin. Très solennel quand nous sommes devant nos monuments. Hussein Bourgi, sénateur, l'a rappelé. En France, nous sommes devant nos monuments, nous lisons nos livres, nous allons devant nos plaques, nous inaugurons. Et cette initiative, elle participe désormais solennellement à ce devoir de mémoire, mais aussi avec une superbe originalité. C'est que finalement, elle convoque la mémoire par surgissement. Elle convoque la mémoire au gré d'une marche, peut-être pas encore assez chez nous, en France, mais en Europe, en Allemagne, et en trébuchant. Alors moi, il y a 2 mots que j'ai notés sur les pierres, les 2 premiers mots. Est-ce qu'il y a un des enfants qui peut nous lire les 2 premiers mots, s'il vous plaît? Habiter. Ici, habiter. Ces 2 mots, pour moi, sont très importants, parce que le verbe habiter, étymologiquement, c'est séjourner en un lieu habituellement. Merci. Par habitude. C'est pas un endroit, on n'habite pas dans un endroit qu'on a occupé une seule fois. Il y a une notion de répétition. Il y a donc une notion d'ancrage dans le mot habiter. Habiter, c'est fonder. Habiter, c'est rire, parfois pleurer. Habiter, c'est accueillir. Habiter, c'est vivre. Donc ces pierres, elles ont le pouvoir aussi, si elles ont des pouvoirs, elles n'en doutent pas, de nous rappeler que habiter, c'est vivre, et que donc ça rend une part aussi de l'existence qu'on a prise à ces 3 personnes, et à tant d'autres. Ça va ? Donc, habiter, c'est vivre, habiter, c'est exister, et ces pierres, elles nous rappellent que nous vivons tous ensemble et que nous habitons ici tous ensemble, à Vendargue comme ailleurs, en France, dans notre beau pays, dans l'Hérault, évidemment. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je l'ai promis aux enfants en démarrant, donc je vais juste vous faire part d'une petite réflexion personnelle. Un autre livre encore, écrit par un monsieur qui s'appelle André Malraux, que j'ai relu il y a une petite semaine, qui s'appelle Lazare. Est-ce que quelqu'un connaît ce livre, Lazare? C'est pas le plus connu de Malraux, c'est je crois que c'est le 2e essai dans Le Miroir des Limbes. Enfin, c'est le second d'ailleurs, parce qu'il n'y en a que 2. Le premier, c'est Les Antimémoires. Ça, tout le monde connaît les Antimémoires de Malraux. Eh bien, le second, c'est Lazare. Et Malraux, en fait, il est malade. On est en 1974. Il est à l'hôpital de la Salpêtrière. Il est pris de syncope. Il est pris de ce qu'il appelait la maladie du sommeil. Bon, c'était des phénomènes paralytiques. Et il écrit ce livre en se souvenant qu'en 1940, il était prisonnier, il s'est évadé. Et alors qu'il était prisonnier, pour réussir à vivre, tous les jours, il écrivait une histoire qui était tirée de faits réels, qui était une histoire qui racontait que les soldats allemands, en 1916, avaient fait l'expérience des premiers gaz mortels sur la Vistule contre les Russes. Et ces soldats allemands, et c'est peut-être la note d'espoir ce matin, donc ce nuage de gaz se répand, il faut imaginer une grande ombre comme ça qui avance dans les forêts pour toucher les tranchées où se trouvent les Russes. Monsieur le consul honoraire, vous voyez bien de quoi je veux parler, ce livre incroyable. Et quand les soldats allemands, tout s'arrête, voient les Russes atroces, parce que le gaz a tout massacré, la forêt est massacrée, et les hommes sont massacrés, et bien ils vont chercher les Russes, qui sont leurs ennemis, et les prennent sur leur dos, et ils les emmènent, pour les sauver, ils meurent avec eux d'ailleurs. Et dans cette histoire incroyable, Malraux dit, finalement, il y a une valeur, une seule valeur. Il s'interroge beaucoup dans ce livre. Lisez ce livre, il est formidable, sur cette valeur essentielle qui nous rassemble ce matin. Cette valeur qui s'appelle la fraternité, qui est écrite ici, sur le fronton de la mairie. Vous voyez les enfants. Cette valeur qui est un sentiment qu'on confond souvent avec la chaleur humaine, la fraternité. C'est pas la chaleur humaine, c'est plus profond, c'est un sentiment de profondeur. D'ailleurs, on a ajouté, peut-être par repentir, à la devise républicaine, fraternité, qui n'était pas
sur les premiers drapeaux, il n'y avait que liberté et égalité. Et ce matin, grâce à vous, nous sommes dans la fraternité. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général. L'étendard sans